Après 1945, une fois les combats terminés et les différents fronts démantelés, des choses que personne n'avait revues depuis les jours de la guerre ont commencé à apparaître. Non seulement en Allemagne, mais aussi dans les zones rurales du Royaume-Uni, sur les côtes du Pacifique, dans les villages d'Europe de l'Est ou sur d'anciennes bases alliées, des vestiges qui s'y trouvaient encore, enfouis, scellés ou simplement oubliés, ont commencé à remonter à la surface. Certains sont apparus par accident, d'autres sont sortis lors de l'excavation de terrain, de l'ouverture de tunnels ou de l'inspection d'installations fermées. Il s'agissait d'objets, de véhicules, de messages, de structures ou d'espaces complets qui avaient été figés dans le temps. Beaucoup n'avaient pas été conservés volontairement. Ils avaient simplement été abandonnés là où la guerre les avait laissés. Chaque découverte montrait quelque chose de différent. Comment on combattait, comment les ressources étaient déplacées, comment on survivait ou comment on fuyait. Et bien que des décennies se soient écoulées, des fragments que personne n'avait vus continuent d'apparaître. Quelles ont été ces découvertes qui sont apparues si longtemps après, et pourquoi étaient-elles restées cachées? Lorsqu'ils ont commencé à creuser sous ce qui sert aujourd'hui d'école à Vilnius, personne ne pensait que quelque chose d'aussi ancien et d'aussi chargé d'histoire pouvait encore y être caché. Mais en retirant la terre, des vestiges enfouis depuis des décennies sont apparus. Ce que les archéologues ont trouvé faisait partie de la grande synagogue de Vilnius, un immense temple qui a été détruit pendant l'occupation nazie. Là, sous le sol, les fondations du mikvé, quelques meubles, des ustensiles d'études et des fragments d'objets utilisés par la communauté juive étaient encore debout. Vilnius, à l'époque, était une ville avec l'une des plus grandes concentrations de population juive de toute l'Europe. On l'appelait la Jérusalem du Nord, et ce n'était pas une exagération. Mais en 1941, lorsque les troupes allemandes sont entrées, tout a changé. La ville a été prise, les familles ont été expulsées de leurs maisons et les temples ont été attaqués. Des dizaines de milliers de personnes ont été assassinées ou emmenées dans des camps, et la synagogue, qui avait été un point central dans la vie du quartier, est tombée en ruine. Ensuite, avec l'entrée des Soviétiques, ce qui restait du lieu a été entièrement rasé. À sa place, une école a été construite. Le terrain a été nivelé et plus personne n'a parlé de ce qui s'y trouvait. Pendant de nombreuses années, personne n'a pensé qu'il restait quelque chose en dessous. Mais les fouilles récentes ont montré que tout n'était pas perdu. Les archéologues, en ouvrant le sol, ont trouvé des vestiges qui n'avaient pas été touchés depuis les années 40. Les pièces, malgré le temps, étaient toujours en bon état, comme si quelqu'un les avait cachées exprès. La façon dont elles étaient placées laissait penser que, pendant les attaques, quelqu'un avait voulu sauver ce qu'il pouvait et l'avait enterré à la hâte. Il ne s'agissait pas de reliques ordinaires, mais de véritables éléments du quotidien d'une communauté qui n'existait plus. Pour les chercheurs, ce qui se trouvait là n'était pas seulement des ruines, c'était la preuve physique d'une culture dévastée. Cette découverte a redonné de la visibilité à quelque chose que beaucoup considéraient déjà comme oublié. À plusieurs centaines de kilomètres de là, dans une autre partie de l'Europe, une autre découverte fortuite a eu lieu. Sur une base aérienne aux Pays-Bas, une équipe de musée nettoyait l'un des cratères de bombes encore visibles depuis les combats. Ce qui semblait au début n'être qu'un trou parmi tant d'autres s'est avéré bien plus. En déblayant les débris, des pièces métalliques ont commencé à apparaître, et après quelques heures, ils ont réalisé qu'ils avaient retrouvé les restes d'un avion. Mais ce n'était pas un avion ordinaire. Il s'agissait d'un Messerschmitt Me 262, le premier chasseur à réaction à voler au combat, développé par les Allemands dans les dernières années de la guerre. L'avion était enterré sous des couches de terre, comme s'il avait été délibérément caché. Le plus surprenant était son état. Bien qu'il présentait des dommages visibles, on pouvait clairement voir les canons montés à l'avant, le pare-brise en verre épais, et même des fragments des ailes qui conservaient leur forme. La façon dont il avait été couvert suggérait que ce n'était pas le résultat d'un accident, mais une décision intentionnelle. Peut-être voyant que la guerre était perdue, quelqu'un a-t-il choisi d'enterrer l'avion avant qu'il ne soit pris par les Alliés. Le Me 262 fut l'un des paris les plus audacieux du régime nazi pour changer le cours du conflit. Sa vitesse et sa conception le rendèrent bien supérieur aux chasseurs à hélice traditionnels. Cependant, il est arrivé trop tard et n'a jamais pu être fabriqué ou utilisé en quantité suffisante pour faire la différence. Ce qui a rendu cette découverte spéciale, c'est que, pour la première fois,
on pouvait voir un exemplaire presque complet au même endroit où il avait été laissé. Ce n'était ni une réplique, ni une pièce de musée ramenée d'un autre pays. C'était l'avion original, tel qu'il était resté dans les derniers jours de la guerre. Depuis sa récupération, il est devenu une démonstration directe de la façon dont la technologie, même la plus avancée, ne suffit pas quand le temps est compté. À l'autre bout du continent, une histoire bien différente circulait depuis des décennies. Selon certains vétérans britanniques, à la fin de la guerre, un grand nombre d'avions Spitfire auraient été enterrés en Birmanie, l'actuel Myanmar. La version racontait que ces avions, neufs et inutilisés, avaient été envoyés dans le cadre d'une opération, mais qu'à la fin du conflit et sans moyen de les ramener, ils auraient été enfouis pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains de l'ennemi ou ne soient abandonnés aux intempéries. Pendant des années, l'histoire est restée au stade de rumeur. On parlait de pistes couvertes, de caisses scellées et de témoignages affirmant avoir vu les avions avant qu'ils ne soient recouverts de terre et de ciment. Mais rien n'était confirmé, jusqu'à ce qu'un chasseur d'avions historique britannique décide de prendre la chose au sérieux. Il s'est rendu plusieurs fois dans le pays, à interviewer des témoins locaux, à étudier les cartes de l'époque et à comparer les registres militaires. Il a même réussi à obtenir le soutien du Premier ministre de son pays pour le projet de fouille. Des fonds ont été réunis, une équipe d'archéologues a été constituée et le point exact où, selon l'histoire, les Spitfire étaient enterrés a été choisi. Les attentes étaient énormes. Si c'était vrai, ils récupéreraient des avions neufs, enfermés dans des caisses scellées, conservés comme une capsule temporelle militaire. Mais après des semaines de travail, ils n'ont pas trouvé un seul avion. Les mesures du terrain montraient que quelque chose avait été déplacé ou altéré à cet endroit, mais il n'y avait pas de vestiges clairs. Pour beaucoup, c'était la preuve que l'histoire était fausse. Pour d'autres, le fait que le terrain ait été altéré indiquait que quelqu'un avait peut-être déjà sorti les avions bien avant. Ce qui est certain, c'est que, malgré les efforts, il n'y a pas eu de découverte. Mais la tentative n'a pas été vaine. Elle est devenue l'un des cas les plus connus de recherche archéologique moderne liée à la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'il n'y ait pas eu de résultats physiques, elle a servi à montrer comment certains récits de guerre restent vivants, même lorsque les protagonistes ne sont plus là. De plus, elle a clairement indiqué que tous les mystères n'auront pas une fin fermée, et que parfois l'histoire se compose aussi de tentatives, de recherches et de lacunes qui ne sont pas comblées. Mais tout n'est pas resté sous terre ou oublié entre les bâtiments. En mer aussi, certaines découvertes ont mis des décennies à apparaître. L'un des cas les plus attendus fut celui de l'USS Indianapolis, un navire de guerre américain qui a joué un rôle clé dans les derniers jours du conflit. En juillet 1945, ce croiseur fut chargé de transporter des éléments fondamentaux de la première bombe atomique de Californie à l'île de Tinian, où l'attaque sur Hiroshima était en préparation. Ce fut une mission secrète, rapide et sans escorte. Après avoir terminé la livraison, le navire a poursuivi sa route, mais au milieu du Pacifique, il fut attaqué par un sous-marin japonais. L'impact fut direct et coula le navire en seulement 12 minutes. Sur les plus de 1100 hommes à bord, seuls 316 survécurent. Les autres moururent de blessures, de déshydratation ou d'attaques de requins en attendant des secours qui mirent plusieurs jours à arriver. Le naufrage de l'Indianapolis fut l'une des pires catastrophes navales de l'histoire de la marine des États-Unis. Pendant longtemps, on ne sut pas où il se trouvait. Le site exact de l'épave est resté inconnu pendant plus de 70 ans. Ce n'est qu'en 2017 qu'une équipe d'exploration privée a réussi à localiser les restes à près de 6000 mètres de profondeur. Le navire était presque entier, reposant sur le fond marin. Certaines zones montraient les dommages causés par les torpilles, mais une grande partie de la structure était toujours debout, y compris la tourelle et des parties du coq encore reconnaissables. Cette découverte n'a pas seulement clos l'un des chapitres les plus douloureux pour les marins survivants, mais elle a également donné accès à des images détaillées de l'état d'un navire qui avait fait partie de l'un des moments les plus délicats de la guerre. Tout a été enregistré et documenté par des caméras sous-marines. La découverte est devenue une référence directe pour comprendre comment les opérations navales se sont déroulées dans le Pacifique pendant cette phase finale du conflit. Ce ne fut pas le seul cas d'un grand navire militaire retrouvé tant d'années plus tard. L'USS Yorktown, un autre porte-avions des États-Unis, est également apparu au fond de la mer après des décennies sans que sa position exacte ne soit connue. Ce navire avait été essentiel pendant la bataille de Midway en 1942.
Au cours de cet affrontement, le Yorktown fut touché par des avions japonais et très endommagé. Malgré les tentatives de remorquage, le navire ne résista pas et finit par couler. À ce moment-là, on pensait qu'il n'y avait aucun moyen de récupérer quoi que ce soit. La seule chose que l'on savait était qu'il était resté quelque part dans l'océan, sans marque claire. Plus de 50 ans s'écoulèrent sans aucun signe. En 1998, l'océanographe qui avait également retrouvé les restes du Titanic et du cuirassé Bismarck dirigea une expédition qui réussit à le localiser. Il se trouvait à plus de 4000 mètres sous l'eau. Lorsque les caméras le montrèrent pour la première fois, il fut clair que le navire avait résisté comme une capsule scellée. La coque était intacte, les marques du nom étaient visibles, et l'équipement interne, bien qu'oxydé, était toujours en place. Même la peinture était reconnaissable. Le Yorktown fut l'un des premiers cas où un navire coulé de cette époque put être étudié avec autant de détails. Grâce à son état, il est devenu une sorte de musée sous-marin qui montrait à quoi ressemblait la vie à bord pendant ces combats. Contrairement à d'autres naufrages qui avaient été détruits par des explosions, celui-ci conservait une forme claire, comme s'il pouvait encore être parcouru de l'intérieur. La découverte a également servi à améliorer les techniques de recherche en eau profonde. L'équipe qui a travaillé sur cette mission a ensuite appliqué les mêmes méthodes à d'autres cas. Mais surtout, elle a permis de confirmer qu'une grande partie de l'histoire navale de la guerre restait sous l'eau, attendant d'être trouvée. Les restes du Yorktown sont désormais surveillés comme un patrimoine submergé, sans plan de récupération physique, mais avec un accès restreint pour les missions scientifiques. Ainsi, ce qui avait été une perte s'est transformé en un point de référence visuel sur ce qui s'est passé sur l'un des fronts les plus décisifs du conflit. Pas toutes les découvertes viennent du fond de la mer. Dans certaines vieilles maisons d'Angleterre, on peut encore trouver de petites, mais puissantes, traces de ce que fut la guerre au quotidien. Dans le Surrey, au sud du pays, un homme a décidé de restaurer une cheminée dans sa maison de campagne. En la nettoyant de l'intérieur, il est tombé sur des branches, de vieilles cendres et quelque chose de plus. Parmi les restes, il a trouvé le corps desséché d'une colombe. Cela ne semblait pas inhabituel, jusqu'à ce qu'il remarque qu'elle avait une capsule attachée à sa patte. En l'ouvrant, un très fin papier enroulé est apparu, avec un message manuscrit. Ce n'était ni de l'anglais, ni un texte simple. C'était un message chiffré. L'homme l'a remis aux autorités, puis il est parvenu aux spécialistes de Bletchley Park, le centre où les codes allemands avaient été déchiffrés pendant la guerre. Après avoir examiné le contenu, il a été confirmé qu'il s'agissait d'un message militaire, crypté avec le système utilisé par la machine Enigma. Il n'a pas pu être entièrement déchiffré, mais les experts ont assuré qu'il s'agissait d'une communication envoyée depuis le territoire occupé par les Allemands vers les commandements britanniques. La colombe apparemment avait été libérée pour traverser la Manche et transporter le message. Mais pour une raison quelconque, au lieu d'arriver à destination, elle est descendue dans cette cheminée et s'est retrouvée piégée. Elle y est morte, le message toujours attaché à sa patte. Ce qui rend cette découverte si unique, ce n'est pas seulement l'histoire qu'il y a derrière, mais le fait que le message soit resté intact pendant plus de 70 ans, caché dans un lieu si quotidien. Pendant la guerre, plus de 250 000 colombes ont été utilisées dans le cadre du système de communication. Elles étaient rapides, pouvaient voler sur de longues distances et ne pouvaient pas être suivies par les systèmes radio ennemis. Elles étaient envoyées avec des messages clés, souvent à des moments où il n'y avait pas d'autre moyen de contact. Ce cas a démontré que, même aujourd'hui, une pièce originale de ce système peut encore apparaître, avec un contenu qui n'avait été vu par personne depuis le jour où il a été écrit. Le message, bien que bref, montrait une structure militaire réelle et était destiné à être lu par des officiers qui savèrent déchiffrer ce type de code. Le fait qu'il soit resté toutes ces années dans une maison ordinaire, sans que personne ne le remarque, fait de cette découverte l'une des plus rares liées au réseau de communication secret de la Seconde Guerre mondiale. De même que les objets enterrés et les navires coulés continuent de refaire surface, les fragments de papier, les animaux utilisés au combat et les outils les plus simples continuent d'apparaître là où on s'y attend le moins. La guerre a laissé des marques visibles dans les villes, mais elle a aussi caché des histoires entre les briques, les toits, les mers et les cheminées. Et bien que le conflit soit terminé depuis plus de 7 décennies, il y a encore des messages qui attendèrent d'être trouvés et des missions qui n'ont été closes que lorsque quelqu'un les a relus. Ce qui est arrivé à la colombe et son message caché dans une cheminée n'était pas une exception.
Dans de nombreux endroits du Royaume-Uni, on trouve encore des traces directes de ce que fut la vie quotidienne pendant la guerre. Des années après la fin de tout, une famille de Coventry rénovait son jardin lorsqu'elle a remarqué qu'il y avait une structure métallique sous terre. Ce n'était pas un simple couvercle rouillé. En déplaçant délicatement la terre, l'entrée d'un abri anti-aérien familial caché depuis les années 40 est apparue. C'était l'un de ces bunkers improvisés construits dans les arrière-cours pendant les bombardements allemands. Mais celui-ci n'était pas vide. À l'intérieur, il y avait des bancs, de vieux câbles, des bouteilles, des boîtes de conserve, des boîtes à outils, des restes de lampes de poche et même des documents. Les propriétaires actuels de la maison n'ont jamais su que cela se trouvait là. Quand ils sont descendus, ils ont réalisé que ce n'était pas seulement un abri, cela ressemblait à une capsule temporelle. Tout ce qui était resté à l'intérieur était pratiquement intact, protégé par la terre et la structure scellée. Ils ont même trouvé des jouets en bois et une radio portable de l'époque. L'air avait cette odeur confinée de quelque chose qui n'a pas été ouvert depuis des décennies, mais rien n'était pourri ou brûlé. La famille a décidé de ne pas le vider, mais de le conserver tel quel. Avec le temps, les médias l'ont appelé « l'abri figé dans le temps ». La particularité de cette découverte n'était pas seulement ce qu'elle contenait, mais qu'elle montrait comment les gens ordinaires vivaient à cette époque. Ce n'était pas un poste militaire ni une cachette officielle. C'était un bunker fait maison, aménagé pour se protéger des bombes qui tombèrent du ciel. Chaque objet à l'intérieur racontait comment il se préparait à quelque chose qui pouvait arriver à tout moment. Les boîtes de conserve non ouvertes, les couvertures roulées, les lampes de rechange, tout était là comme si quelqu'un allait revenir cette nuit-là. Mais personne n'est revenu. L'abri a été recouvert et oublié. Le fait qu'il soit réapparu ainsi, sans avoir été touché par personne, a fait de cette découverte l'une des plus complètes sur la vie civile pendant les bombardements. Pendant que cela se produisait dans une maison quelconque, dans une autre partie du continent, des surprises inattendues surgissaient également. Près d'un village tchèque, des pièces d'un véhicule militaire rare qui ne figurait pas dans les registres habituels ont été découvertes. Il s'agissait d'un semi-chenillé de l'armée allemande, connu sous le nom de SDKFZ 251. À première vue, il ressemblait à un hybride entre un camion et un char, avec des roues à l'avant et des chenilles à l'arrière. Ce qui est curieux, c'est que ce n'était pas un modèle courant. Très peu ont été fabriqués pendant la guerre, et la plupart ont été utilisés comme véhicules de transport, de remorquage ou lance-roquettes mobiles. Celui qui est apparu était partiellement enterré, mais avec une structure presque complète. Malgré l'oxydation, on distinguait clairement les formes du moteur, le système de suspension et la tourelle supérieure. Après examen, les spécialistes ont confirmé qu'il s'agissait de l'un des modèles équipés de lanceurs multiples, ce qui le rendait encore plus rare. On pense que ce type de véhicule a été utilisé dans les zones boisées, où les routes étaient mauvaises et où une mobilité rapide était nécessaire. La découverte a été confirmée par des experts en véhicules blindés, qui ont identifié les restes par le châssis et le numéro de fabrication. Les restes ont été transférés dans un atelier où leur restauration a commencé, non pas pour le remettre en état de marche, mais pour conserver sa forme. Le tracteur SDKFZ 251 avait été principalement utilisé entre 1943 et 1945, mais beaucoup ont été détruits ou abandonnés lors de la retraite allemande. Celui-ci, en revanche, était complet. Il restait même des traces de peinture sur les côtés. Ce qui a surpris les chercheurs, c'est que personne ne l'ait découvert auparavant. Il se trouvait dans une zone rurale, non loin d'un ancien chemin militaire. Mais pendant des décennies, personne ne l'avait remarqué. La découverte a également donné des indices sur les routes utilisées par certaines unités pour se retirer vers l'intérieur du pays. À partir de cette découverte, d'autres points proches où d'autres restes auraient pu se trouver ont été recherchés. Bien que tous les tracteurs SDKFZ 251 n'étaient pas identiques, ce modèle était l'un des plus rares, et son état en a fait une pièce de grande valeur documentaire. Il montrait comment la machinerie militaire s'adaptait aux terrains difficiles et comment certains prototypes étaient utilisés dans des situations très spécifiques, loin des fronts principaux. Pas très loin de cette zone, dans les collines boisées de Thuringe en Allemagne, une autre découverte a attiré l'attention par sa taille et son mystère. Il s'agissait d'un système de tunnels connu sous le nom de Mittelberg. Pendant des années,
Les services de renseignement alliés avaient soupçonné que quelque chose d'important s'y cachait. Quand ils ont réussi à y pénétrer en 1945, ils ont trouvé un réseau de passages souterrains avec des chambres, des toits renforcés, des structures à moitié terminées et de l'équipement lourd. Ce qui était étrange, c'est que personne ne savait avec certitude à quoi cela avait servi. Certains disaient que c'était un bunker de dernière minute pour Hitler et son entourage. D'autres pensaient que c'était une usine d'armement cachée. Ce qui est sûr, c'est que les constructions étaient bien faites, avec des accès par des écoutilles, une ventilation, des murs traités et des portes blindées. Rien n'était complet, mais tout indiquait que le travail avait été fait à la hâte. Dans les documents trouvés, il n'y avait pas de plan clair. De nombreux rapports étaient vagues ou contradictoires. Les officiers capturés n'ont pas non plus donné de données précises. Les couloirs reliaient des zones où il n'y avait que des piliers, des salles vides et des structures inachevées. Certains fragments de papier suggéraient qu'on essayait d'y monter une usine expérimentale, mais aucune machine fonctionnelle n'a été trouvée. Le lieu est resté marqué par le soupçon d'une éventuelle utilisation nucléaire, bien que cela n'ait jamais été confirmé. Avec le temps, c'est devenu une zone restreinte. Une partie des tunnels s'est effondrée et d'autres ont été scellés. Ceux qui ont réussi à y pénétrer plus tard ont découvert des marques sur les murs, des restes de matériaux de construction et quelques mécanismes. Il n'y avait aucun signe que l'on y ait vécu, mais plutôt que l'on y a travaillé sans relâche. Mittelberg est resté l'un des derniers projets non résolus du régime nazi. Un complexe qui a absorbé des ressources et de la main-d'œuvre jusqu'au dernier jour, mais qui n'a jamais été opérationnel. L'ampleur des galeries démontrait que c'était plus qu'un simple repère. La conception visait quelque chose de plus vaste, mais à la chute du régime, tout s'est arrêté. Les Alliés ont emporté le peu de valeur qu'il y avait, et le reste a été enterré. Depuis lors, le site a été réexaminé plusieurs fois, mais sans qu'une conclusion claire ne soit tirée. Certains y voient la tentative finale de construire un centre de commandement alternatif. D'autres pensent que ce n'était qu'une diversion, une façon de dépenser des ressources pour maintenir l'illusion de résistance. La seule certitude est que Mittelberg a existé, a été excavé rapidement et est resté l'une des structures les plus énigmatiques de la dernière étape du conflit. Les tunnels de Mittelberg n'étaient pas les seuls construits à la hâte durant les derniers mois du régime. Ailleurs en Allemagne, au sud de la Basse-Saxe, les Alliés ont découvert un autre système souterrain tout aussi impressionnant, mais avec un objectif beaucoup plus clair. Au cœur des montagnes du Harz, parmi des forêts denses et des chemins peu fréquentés, des installations souterraines ont été trouvées où des armements lourds avaient été fabriqués pendant la phase finale de la guerre. L'idée était d'éviter les bombardements alliés constants en cachant la production sous de solides montagnes. En pénétrant dans ces galeries, ils ont découvert des machines encore en place, des rails, des restes de wagons, des outils et des signes de travail forcés. Les usines étaient connectées par de longs passages, avec des murs renforcés et de hauts plafonds pour permettre le passage de grandes pièces. Contrairement à d'autres endroits qui commençaient à peine à être excavés, ici la production avait réellement fonctionné. Des pièces de projectiles, des tableaux de commande, des moteurs démontés et des pièces métalliques déjà étiquetées ont été trouvés. Les ingénieurs alliés qui ont inspecté le site ont confirmé que l'usine avait été active jusqu'à très peu de temps avant l'arrivée des troupes. L'installation était si vaste qu'elle n'a pas pu être parcourue entièrement en une seule journée. Pendant plusieurs jours, des portes scellées, des couloirs bloqués et des salles encore remplies d'outils ont été ouverts. Il a également été confirmé que des prisonniers y avaient travaillé, beaucoup d'entre eux dans des conditions extrêmes. Les marques sur les murs, les matelas improvisés et les récipients d'eau vides donnaient des indices sur la vie forcée qui y était menée. Il s'agissait d'un réseau souterrain avec des lignes de production cachées qui avaient fabriqué des composants pour des chars, des missiles et des avions. C'était la réponse du régime à l'offensive aérienne alliée. Déplacer tout ce qui était possible sous terre, à n'importe quel prix. Après la découverte, plusieurs de ces usines ont été scellées, tandis que d'autres sont restées ouvertes pour inspection militaire. La taille du complexe du Harz, ajoutée à son niveau d'activité réelle, en a fait l'un des exemples les plus évidents de la façon dont la guerre s'est déplacée sous terre dans sa phase finale. Plus à l'ouest, dans la ville de Francfort, les soldats alliés ont trouvé quelque chose de différent, mais tout aussi choquant. En inspectant les installations bancaires qui avaient été saisies par le régime, ils ont découvert des coffres-forts cachés contenant des biens qui ne figuraient sur aucun inventaire officiel.
Ce n'étaient ni des lingots, ni des documents financiers. Ce qu'ils contenaient, c'étaient des bijoux, des montres, des alliances, des dentiers en or, des pièces de monnaie anciennes et des effets personnels clairement pris de force à des familles juives. De nombreuses pièces portaient des noms gravés, des dates ou des inscriptions religieuses. Elles étaient organisées dans des boîtes, numérotées et rangées dans des compartiments protégés par des serrures spéciales. Ce qui a le plus frappé, c'est la quantité. Ce n'étaient pas quelques objets, c'était une collection systématique, vaste, accumulée au fil des ans. Tout indiquait que ces biens avaient été confisqués lors des déportations et puis stockés secrètement, possiblement avec l'intention de les utiliser comme garantie économique. Il y avait des pièces de grande valeur, mais aussi des objets courants qui n'avaient de sens que si l'on pensait à un réseau de pillage de masse. Après cette découverte, un processus a été lancé pour cataloguer chaque article, en cherchant à le recouper avec des listes de victimes. Certains objets ont pu être restitués aux familles survivantes, mais la plupart n'ont jamais pu être réclamés. La découverte a servi de preuve physique directe du pillage systématique opéré par le régime nazi. Il ne s'agissait pas de pillage individuel, mais d'une politique structurée. Enlever tout ce qui avait de la valeur à ceux qui étaient persécutés, le classer et le cacher comme s'il s'agissait de biens de l'État. Dans le même bâtiment, des documents ont également été trouvés avec les noms, les dates et les signatures des fonctionnaires responsables de ces opérations. L'existence de ces coffres forts n'a pas seulement confirmé les récits de ceux qui avaient réussi à quitter l'Allemagne vivants, mais elle a également fourni aux enquêteurs des preuves concrètes pour retrouver d'autres réseaux similaires dans d'autres villes. À partir de ce qui a été trouvé à Francfort, des archives ont commencé à être examinées dans d'autres régions et il a été découvert que de nombreuses pièces avaient été transférées en Suisse, en Autriche ou cachées dans des propriétés privées. Mais ce qui est apparu dans ces coffres forts a constitué l'un des ensembles les plus vastes, intacts et directs du pillage organisé qui a accompagné l'extermination. À plusieurs kilomètres de là, sur la côte de la mer Baltique, un autre lieu continuait d'attirer l'attention pour une raison différente. Sur l'île d'Usedom, au nord de l'Allemagne, se trouvait ce qui, pendant la guerre, avait été l'un des centres les plus avancés de développement militaire, Peenemünde. Dans ce complexe, sous la direction de l'ingénieur Werner von Braun, les fusées V1 et V2, les premières armes balistiques automatiques à longue portée, ont été conçues et testées. L'endroit a fonctionné comme base d'essai et centre d'assemblage. Bien que les Alliés aient bombardé la zone à plusieurs reprises, de nombreux vestiges ont survécu. Des décennies plus tard, des structures souterraines, des tunnels de transport, des rails utilisés pour déplacer les missiles, et de véritables morceaux des fusées lancées ont commencé à apparaître. Certains étaient en grandes pièces, d'autres réduits en fragments, mais tous portaient des marques visibles du modèle, du numéro de série et de la date de production. Des plans, des notes techniques, des uniformes d'opérateurs et des photographies des lancements ont également été trouvés. Ce qui rendait cet endroit unique, c'est qu'il avait été le premier pas vers ce qui allait devenir la technologie spatiale moderne. La différence était qu'à ce moment-là, les fusées étaient utilisées pour attaquer des villes. Londres, Anvers et d'autres zones ont été frappées par les V2 dans la phase finale de la guerre. Elles ne faisaient pas de bruit en tombant, elles ne pouvaient pas être interceptées, et elles ont fait des milliers de morts. La découverte de ces vestiges a permis de comprendre comment le processus de fabrication s'était déroulé, quels matériaux étaient utilisés et comment les équipes de travail étaient organisées. Dans de nombreux cas, ceux qui montaient les fusées étaient des prisonniers, contraints de travailler dans des conditions extrêmes. Peenemünde était plus qu'une simple base, c'était le centre d'un programme scientifique développé en plein conflit. Aujourd'hui, une partie du site est conservée comme musée, mais de nombreuses zones restent fermées au public. Les structures récemment découvertes ont révélé des passages qui ne figuraient pas sur les plans originaux, ce qui indique que certaines parties du projet n'ont jamais été entièrement divulguées. Les restes des missiles, une fois analysés, ont fourni des détails exacts sur leur fonctionnement. Les marques de combustion, les systèmes de stabilisation et les valves étaient plus avancés qu'on ne le pensait. Cette découverte a non seulement donné un contexte technique à la terreur provoquée par ces armes, mais elle a également permis de comprendre comment la course à la puissance technologique était déjà en marche avant même la fin de la guerre. Ce qui a commencé à Peenemünde a abouti des années plus tard au développement de fusées spatiales,
Mais pendant cette période, chaque pièce trouvée pointait vers une seule chose. Une technologie d'un autre niveau était en cours de fabrication au milieu du conflit le plus destructeur du siècle. Chacune de ces découvertes a permis de voir ce que la guerre a laissé derrière elle sans être racontée. Ce n'étaient pas des théories ou des symboles, mais des preuves physiques de structures abandonnées, de plans arrêtés, de voies d'évacuation, de restes humains et d'objets personnels qui sont restés là où tout s'est terminé. Certains ont révélé comment on combattait. D'autres, comment on fuyait ou comment on cachait ce qui ne devait pas être vu. Dans de nombreux cas, ils ont été trouvés aux mêmes endroits où des milliers de personnes sont mortes, sans enregistrement ni nom. Et bien que des décennies se soient écoulées, tout n'est pas encore apparu. Il y a encore des tunnels non ouverts, des boîtes non déterrées, des pièces enterrées, des documents perdus et des espaces que personne n'a touchés depuis 1945. Ce qui a déjà été trouvé aide à comprendre ce qui s'est passé. Ce qui manque attend toujours sous terre, dans l'eau, ou là où la guerre l'a laissé.